Carlos Santana, le maître de la guitare et ses cicatrices secrètes. Carlos Santana a été salué pendant des décennies comme un maître de la guitare, un homme dont le son a défini des générations entières et relié des cultures. Mais derrière les projecteurs, les tournées à guichets fermés et les trophées Grammy, il existe une autre histoire faite de combats que la plupart des fans n'ont jamais vus. Pendant des années, Santana portait une douleur cachée, des trahisons profondes et des moments de désespoir qui l'ont poussé au bord du gouffre. Aujourd'hui, alors qu'il approche de 80 ans, son histoire ne parle pas seulement de musique et de triomphe, mais aussi de cicatrices, de regrets et du poids d'une vie vécue entre gloire et chagrin. Voici le côté méconnu de Carlos Santana. À une enfance au Mexique et à Tijuana, la naissance d'un son dans la pauvreté. Carlos Santana est né le 20 juillet 1947 dans la petite ville d'Eotlán de Navarro, dans l'état de Jalisco au Mexique. Son père, José, était un violoniste de mariachi respecté qui introduisit la musique au sein du foyer dès le départ. À seulement 5 ans, Carlos apprit le violon, et à l'âge de 8 ans, il passa à la guitare, guidé par les leçons de son père. La musique n'était pas seulement un divertissement pour les Santana. C'était une question de survie. La pauvreté était constante et chaque enfant devait contribuer. Carlos et ses frères et sœurs vendaient des chewing-gums, ciraient des chaussures et interprétaient des chansons folkloriques mexicaines pour aider la famille à joindre les deux bouts. En 1955, la famille déménagea à Tijuana, une ville frontalière chaotique, animée par les touristes, les boîtes de nuit et des tentations sans fin. Pour le jeune Carlos, Tijuana était un monde de contradictions. D'un côté, c'est là qu'il découvrit sa passion pour le rock et le blues, inspiré par les TJS, un groupe local de rock and roll dirigé par Javier Batiz. Ses sonorités de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King et Chuck Berry transformèrent son ADN musical à jamais. Mais la vie à Tijuana avait aussi son côté obscur. À seulement 12 ans, Carlos travailla dans des clubs de striptease, gagnant $9 par semaine en jouant de la guitare pendant que les danseuses se produisaient. Il admit plus tard que bien que l'environnement fût perturbant pour un adolescent, c'était aussi là qu'il apprit à improviser, mélangeant le blues et les rythmes latins pour créer quelque chose d'unique. Pourtant, cela eut un prix. Santana fut témoin de violence, de corruption et de désespoir chaque soir, des expériences qui laissèrent des cicatrices émotionnelles. La vie familiale n'était pas plus simple. Santana entrait souvent en conflit avec ses parents, surtout après la décision de déménager une nouvelle fois, à San Francisco en Californie. Carlos ne voulait pas partir. Son ressentiment s'accrut encore lorsqu'il découvrit que sa mère avait utilisé l'argent qu'il avait soigneusement économisé pour ses papiers d'immigration et une nouvelle guitare afin de payer le traitement dentaire de sa sœur et le loyer. Santana fut anéanti. Avec seulement $20 restants, il s'enfuit à Tijuana, se coupant de sa famille pendant près d'un an, vivant selon ses propres règles, jusqu'à ce qu'il le retrouve et le force à revenir aux États-Unis. De San Francisco, Woodstock et les premiers grands revers. Lorsque la famille s'installa finalement dans le Mission District de San Francisco au début des années 1960, le jeune guitariste était encore loin de la légende qu'il deviendrait. La vie était d'abord une question de survie. Il lavait la vaisselle au TikTok Drive-In, les mains endolories, mais il économisait pour 2 rêves, obtenir la résidence légale et s'offrir une véritable guitare. Le Mission District, vibrant de culture, devint sa salle de classe. En 1966, il croisa le clavier Greg Rowley, le bassiste David Brown et le batteur Rod Harper. Ensemble, ils formèrent le Santana Blues Band. Leur son, un mélange de rock, de percussions latines, d'improvisation jazz et de blues profond, fut sans équivalent sur la scène locale. Le puissant promoteur Bill Graham devint leur mentor, les programmant au Fillmore Auditorium. Mais alors que le succès semblait à portée de main, Santana fut frappé par un sérieux revers. Au printemps 1967, il fut diagnostiqué avec la tuberculose. La maladie l'obligea à passer 3 mois à l'hôpital, subissant des traitements éprouvants. Même à l'hôpital, il termina son lycée, une épreuve d'endurance qui marqua sa capacité à surmonter l'adversité. Leur grande chance arriva en 1969 lorsque Bill Graham leur obtint une place au festival de Woodstock.
Le groupe était alors pratiquement inconnu des près d'un demi-million de spectateurs. Pour aggraver les choses, Santana admit avoir pris des psychédéliques plus tôt dans la journée, pensant jouer tard. Au lieu de cela, ils furent propulsés sur scène l'après-midi. Ce qui suivit fut l'une des performances les plus légendaires de l'histoire du rock. Leur version de 12 minutes de Soul Sacrifice transforma le groupe anonyme en star du jour au lendemain. Santana raconta qu'il avait l'impression que sa guitare s'était transformée en serpent se tordant dans ses mains, mais il lutta contre les hallucinations et joua avec une passion inébranlable. Immortalisé dans le film et la bande originale de Woodstock, le groupe fut exposé à des millions de personnes. Le premier album de Santana, 1969, grimpa dans les classements avec Evil Way. En 1970, le deuxième album, Abraxa, offrit les tubes majeurs Black Magic Woman et Wa Como Va, se hissant au sommet du classement Billboard et atteignant finalement le quintuple disque de platine. Pourtant, derrière ce triomphe, des tensions apparaissaient. Les membres du groupe divergeaient sur la direction musicale. Certains voulaient s'orienter vers le hard rock, tandis que Santana était attiré par le jazz, la spiritualité et l'expérimentation. Ces conflits, combinés aux tournées épuisantes, allaient bientôt déchirer l'unité des débuts. 3 Jazz Fusion, Spiritualité et Fondation Kitsch, le prix de la quête. Après l'immense succès d'Abraxa, Carlos Santana était agité. La gloire et l'argent n'apportaient pas la paix. En 1972, il opéra un changement radical. Attiré par des musiciens de jazz comme Miles Davis et John Coltrane, il recruta de nouveaux musiciens et sortit Caravanserai, un album largement instrumental et expérimental, marqué par l'influence du jazz fusion. Les dirigeants de Columbia Records furent horrifiés. Clive Davis, patron du label, prévint Santana que sortir ce disque serait un suicide commercial. Mais Santana refusa de reculer. Caravanserai atteignit malgré tout le top 10 du Billboard et devint l'une de ses œuvres les plus audacieuses. Le prix fut lourd, Greg Rowley et Neil Schon quittèrent le groupe. Ils fondèrent ensuite Journey, qui devint un géant commercial, laissant Santana à la tête d'un groupe en perpétuel changement. Au même moment, sa vie personnelle prit un tournant spirituel. En 1972, présenté par John McLaughlin, il rencontra le maître spirituel indien Sri Chinmoy. Il se rasa la barbe, coupa ses cheveux et adopta ses enseignements. Chinmoy lui donna le nom spirituel de Vadip. Pendant près d'une décennie, Santana s'abstint de drogue, tenta de vivre dans la chasteté et se consacra à la spiritualité. Cette période lui apporta de la clarté, mais creusa aussi des fossés. Ses albums comme Welcome et Borboleta exploraient le jazz fusion et les influences orientales. Respecté par les critiques, il se vendait mal. Les concerts peinaient à remplir les salles. Bill Graham le mit en garde, il s'éloignait trop du son qu'il avait rendu célèbre. Au milieu des années 1970, il trouva une certaine stabilité en épousant Deborah King en 1973. Ils eurent 3 enfants et cofondèrent la Milagro Foundation, une association caritative. Deborah devint son pilier, gérant les finances et l'aidant à garder les pieds sur terre. Cependant, en 1982, Santana se détourna de Sri Chinmoy, estimant que ses règles étaient étouffantes et que sa propre célébrité servait trop la visibilité du mouvement. Sa carrière déclinait, son mariage subissait la pression de la célébrité, et ses vieux démons, solitude, doute, souvenirs douloureux restaient toujours présents. 4. Stardom déclinant, chagrin personnel et le chemin vers Supernatural. Au fil des années 1980, la carrière de Carlos Santana n'avait plus rien de l'éclat des années Woodstock. Les tubes devenaient rares. Il luttait pour rester visible, tandis que la New Wave et le Hard FM dominaient. Sa vie privée était tout aussi tendue. Son mariage avec Deborah, bien que stable, souffrait des tournées incessantes et des tentations de la route. Au milieu des années 1980, il admit des infidélités, erreurs qui entacheraient plus tard son couple. Les revers professionnels s'accumulèrent. Beyond Appearance et Freedom passèrent inaperçus. En 1990, Spirit Dancing in the Flesh fut son 3e album consécutif à ne pas décrocher de disque d'or ou de platine. Columbia Records le lâcha.
En 1992, Santana se retrouva sans contrat. Aux yeux de l'industrie, il était un artiste du passé. Comme si cela ne suffisait pas, la tragédie frappa. En 1991, Miles Davis, l'un de ses plus grands modèles, mourut. 2 mois plus tard, Bill Graham, le promoteur qui lui avait ouvert les portes de Woodstock, périt dans un accident d'hélicoptère. Perdre ces 2 figures en si peu de temps fut un choc immense. Puis, en 1997, son père, José, s'éteignit. La douleur fut telle que Carlos confia ne plus pouvoir écouter de musique. C'est Deborah qui l'incita à tenter un pari. Elle l'encouragea à recontacter Clive Davis, l'exécutif qu'il avait signé chez Columbia. Désormais chez Arista, Davis croyait encore en lui. Ensemble, ils imaginèrent un projet audacieux, un album de collaboration reliant sa guitare à des stars de la jeune génération. Ce projet devint Supernatural. Sorti en 1999, ce fut un phénomène. Smooth avec Rob Thomas et Maria Maria avec The Product GB régnèrent sur les classements. L'album se vendit à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Aux Grammy Awards 2000, Santana fit l'histoire, il remporta 9 trophées en une seule soirée, égalant Michael Jackson. Il redevenait l'un des artistes les plus actuels du moment. 5. Divorce, obscurité et quête de guérison. Le succès de Supernatural relança la carrière de Carlos Santana, mais derrière les Grammy, sa vie personnelle s'effondrait. Mariée à Deborah depuis 1973, elle avait été son pilier et sa partenaire financière. Mais en 2005, les mémoires de Deborah révélèrent ses infidélités. Santana s'excusa publiquement et tenta de sauver le mariage, mais il était trop tard. En 2007, après 34 ans, Deborah demanda le divorce. Pour Santana, ce fut un choc. Il décrivit la douleur comme si son cœur avait été rempli de glace. En 2009, il reconnut avoir envisagé de mettre fin à ses jours à cette époque. Ce qui l'a retenu, ce fut sa foi. Il s'appuya sur la prière et le pardon. Il faut traverser la nuit la plus sombre de l'âme pour atteindre la lumière la plus éclatante du jour, déclara-t-il. Peu à peu, il commença à guérir en affrontant la douleur. En 2010, un nouveau chapitre s'ouvrit. En tournée, Santana demanda la main de sa batteuse, Cindy Blackman, une musicienne de jazz respectée. Ils se marièrent plus tard cette année-là. Carlos la nomma sa « guerrière », une partenaire qui rétablit l'amour et l'équilibre qu'il croyait perdus à jamais. 6. Bataille de santé, controverse et poids des années. À l'approche de ses 80 ans, Carlos Santana jouait encore avec une intensité étonnante. Mais le prix de décennies passées sur la route commençait à se faire sentir. En décembre 2021, Santana subit une opération cardiaque. Les fans s'inquiétèrent, mais il promit de revenir. Quelques mois plus tard, en juillet 2022, il s'effondra sur scène lors d'un concert dans le Michigan. Son équipe confirma qu'il avait souffert d'un coup de chaleur et de déshydratation. Bien qu'il rassura rapidement ses admirateurs, l'incident souleva une peur plus profonde. Carlos Santana n'était pas invincible. Cet avertissement fut suivi de précautions supplémentaires, mais il refusa de se retirer complètement, maintenant sa résidence à Las Vegas. La santé ne fut pas son seul défi. En août 2022, Santana déclencha une polémique lorsqu'il fit des remarques sur le genre et l'identité lors d'un concert. Ses paroles provoquèrent aussitôt des critiques. Pour la première fois depuis des décennies, Santana fit la une non pour sa musique, mais pour la controverse. Il présenta ses excuses le lendemain, affirmant que sa mission avait toujours été l'amour et l'unité. Malgré tout, Santana continua d'avancer. Son nom est gravé au Rock and Roll Hall of Fame, et il demeure l'un des rares artistes, aux côtés des Rolling Stones, à avoir placé un album dans le top 10 à chaque décennie depuis les années 1960. Le parcours de Carlos Santana est fait de brillance et de douleur. Une histoire qui nous rappelle que même les étoiles les plus éclatantes portent des ombres invisibles. Aujourd'hui, à l'approche de ses 80 ans, une question demeure. De quoi se souviendra-t-on vraiment ? De la musique qui a élevé des millions de personnes, ou de la douleur qui a failli le réduire au silence? Et vous, selon vous, quel est le plus grand héritage de Carlos Santana?
Son jeu de guitare intemporel ou sa capacité à surmonter les épreuves, encore et encore? Dites-le nous en commentaire.